Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live que j'ai trouvé important de faire vu les relents de tribalisme qui refont surface dans le champ de la politique camerounaise. Bonsoir, asseyez-vous, partageons le live, je le fais moi-même déjà. Je sais que ça fait un bon bout de temps que vous ne m'avez pas vu en live, c'est justement dû aux pressions de l'hiver dans le domaine de la santé en Europe. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis dans cette toile. Vous savez que quand l'hiver arrive, mes occupations professionnelles deviennent plus intenses. Donc, j'ai moins de temps pour justement vous entretenir sur des sujets brûlants. Néanmoins, puisque notre président élu a été attaqué, puisqu'ils ont osé programmer la mort du président élu, puisqu'ils ont osé utiliser des méthodes barbares, sauvages, villageoises et tribalistes pour s'attaquer une fois de plus au président Maurice Kamto, je me dois en tant qu'Onkoul Kamto, le tam-tam de Kamto, de faire une sortie, mais alors une sortie qui sera musclée. Une sortie qui sera musclée et qui va remettre les cartes sur table. Et lorsque je parle ici, bien sûr, ils essayent d'attribuer des motifs tribalistiques et même tribaux à tous ceux qui interviennent sur ce sujet, mais ils n'enlèveront en rien le fait que je sois enfant des camps, petit boulou. Ils n'enlèveront rien. Et ce qui me fait le plus plaisir, 5 ans après, parce qu'en 2018-2019, nous ne voyons aucun enfant de la forêt du Sud oser se mettre debout et contredire tout ce qui propage des propos haineux, des propos tribalistes, des propos de division. Mais aujourd'hui, ce sont bien sûr les enfants de la forêt, les enfants du centre et du sud qui se lèvent et qui disent non à leur père, à leur frère, qui utilisent le langage de la division, le langage de la haine, le langage de la partition de notre pays. C'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Donc, nous allons parler de ces sujets-là. Et avant de les évoquer, comme je vous l'ai dit, je partage très vite fait sur les différentes plateformes auxquelles j'ai encore accès. Vous savez que notre communication est très restreinte dans les réseaux sociaux. Néanmoins, nous nous battons avec les moyens de bord. Et croyez-moi, nous serons sur ce champ de bataille médiatique à l'aube de 2027. On ne lâche rien. Nous ne cédons aucun terrain à la sardine. Nous allons être sur ce foutu terrain, que ce soit dans la communication, que ce soit sur le terrain. Le combat de la renaissance du Cameroun se fera avec nous sur tous les fronts. Détrompez-vous. Ne pensez pas que nous avons abandonné. Ne pensez pas que nous sommes quittés. Non. On est là et ils le savent. Ils savent très bien qu'on prépare des choses. Et d'ailleurs, c'est même très dangereux lorsqu'on ne parle pas. Parce que vous savez, les vraies choses se préparent dans le silence. Donc, voilà, je partage vite fait. Ensuite, nous allons commencer notre live. Et je vous invite aussi à biper le plus grand nombre de personnes possible parce que nous allons dire des vérités qui n'ont pas été dites depuis très longtemps ou alors qui n'ont presque pas été dites. Nous allons remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la propagation du tribalisme dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Et vous savez, je suis privée de mon WhatsApp qui a été piraté par des personnes sans foi ni loi qui essayent d'escroquer de l'argent à mes connaissances. Heureusement que la police est déjà informée et que beaucoup de personnes ont évité de tomber dans le piège de ces malfrats. Donc, nous allons commencer notre live. Et comme je vous l'ai dit, on va aujourd'hui revenir sur les relents tribalistes qui font écho dans la scène politique camerounaise en ce moment. Et nous allons faire une analyse des différentes sorties, des différents propos à ce sujet, en commençant par la sortie de Bruno Bidjan, alias Bidjan à gauche, Bidjan à droite, et en passant par les opportunistes qui se sont attaqués au président élu, soit disant qu'il a profané la mort du professeur Hubert Monondiana. Et ensuite, nous allons finir en parlant de ces fameux chefs de la Léquier, cheffaillants, je dirais, de la Léquier, qui ont fait une cérémonie de théâtre, de sketch
soi-disant qu'ils enterrent le président élu. Nous allons revenir là-dessus. Donc, je vais comme ça très vite avec l'autre profil, si je peux évidemment le faire. Je le fais tout de suite. Et donc, il y a quelques jours, si ce n'est une semaine ou un peu plus, le journaliste de Vision 4, Bruno Bidjan, faisait une sortie où il appelait les fils et Cam à se mobiliser. Se mobiliser pourquoi? On ne sait pas. Se mobiliser contre qui? On ne sait pas. Mais ce qui est quand même intriguant, c'est que voilà un journaliste qui, à plusieurs reprises, a accusé des personnalités politiques de faire usage de tribalisme. Voilà un journaliste qui, dans sa chaîne de télévision, dans leur chaîne de télévision qui est le Tam-Tam du village, ont eu à faire passer à cœur joie Monsieur Claude Abbé, qui aujourd'hui est un peu plus calme. Monsieur Claude Abbé qui se réjouissait bien sûr de distiller chaque dimanche sur le plateau de la dite télévision des propos à caractère tribaliste, des propos haineux à outrance et qui n'étaient jamais repris par monsieur Bruno Bidjan, qui, si je ne me trompe, est le rédacteur en chef de la dite télévision. Donc, nous avons un monsieur Bruno Bidjan, qui fait donc cette sortie. Rappelons que Bruno Bidjan est le fils lui-même d'un journaliste qui s'appelle, un journaliste boulou qui s'appelle Bikoro. Donc, Bruno Bidjan demande aux fils et filles et Kang de se mobiliser. Excusez-moi, je souffre un peu de tout. Si vous le permettez, nous allons écouter la courte sortie de monsieur Bruno Bidjan et ensuite on va lui répondre. Nous allons écouter monsieur Bruno Bidjan. On va même pas nous attarder sur lui, hein, parce que nous avons un morceau plus gros à croquer qui est le morceau de Hubert Mononjana de Regretter mon mémoire. Donc, on va juste faire un petit clin d'œil comme ça à Bruno Bidjan et lui répondre vite fait. Bien sûr qu'il a reçu de nombreuses réponses de ses frères et sœurs ECAM. Écoutons dans cette... Pourquoi on pense que marcher ensemble, être ensemble, s'apprécier, s'organiser, s'entraider est l'apanage des autres et que quand on parle de nous, les jeunes et quand, la seule chose qu'on voit, c'est la destruction de l'autre. C'est de monter des coups contre les autres. Pourquoi est-ce qu'on pense que on ne peut pas se poser des bonnes questions pour qu'on puisse mieux s'organiser à aller de l'avant ensemble? Est-ce que vous voyez même ce qui se passe dans ce pays? Je ne vais pas entrer dans les détails, je sais que vous connaissez. Est-ce que vous voyez comment les autres s'organisent au quotidien à travers des actes de solidarité? Quand il parle des autres comme ça, hein, ne soyons pas dupes, hein, il parle très bien des Bamileke. On les connaît. On les connaît. Il parle bel et bien des Bamileke, mais en les appelant les autres. Continuons à Picoro. Est-ce qu'on pense que la jeunesse étant ne doit se distinguer qu'à travers des combats inutiles? Des combats qui ne nous servent à rien du tout. Des combats qui visent à nous détruire. Des combats qui nous perdent du temps. Parce que pendant qu'on est en train de se faire ces combats-là, les autres y profitent pour avancer. Pour détruire les camps, on utilise la jeunesse et camp. Et on arrête là, on arrête. Bon, ça va, on va plus écouter la suite. Il dit que pendant qu'eux ils se battent, les autres profitent pour avancer. Et que pour détruire un écam, on utilise un fils écam. Nous allons lui poser la question. Monsieur Bruno Bidjan, qui détruit les écams? Toi-même, tu viens de dire dans tes propos que votre quotidien, c'est de vous combattre, d'être dans les combats inutiles, de vous combattre entre vous.
Tu viens de le dire, tu l'as dit dans les 2 premières minutes de ton discours. Tu viens de dire que pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas s'entendre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'organiser? Pourquoi est-ce que nous, on se combat entre nous? Tu viens de le dire. Mais rapidement, tes relents tribalistes refont surface. Tu dis, pour détruire un fils séquent, on utilise toujours un autre fils séquent. Qui détruit le fils séquent? Bidjan à gauche, Bidjan à droite. À Pikoro, qui détruit le fils séquent? Ce n'est pas vous-même les séquents qui montez encore vos enfants, vos petits frères pour vous détruire entre vous. Si commissaire Zogo, l'angle de Varan, est en exil aujourd'hui, qui a fait ce qu'il fuit, ce n'est pas un écam. Ce n'est pas Mbongo qui s'est acharné sur lui, il a fui. Si les Laurent Bayene sont aujourd'hui en exil, c'est toujours vous. C'est les qui les ont montés pour envoyer Laurent Bayene en exil. Si les Patrice Nouma sont en exil, c'est qui a envoyé Patrick Nouma en exil? C'est toujours vous. Tu viens ici maintenant nous dire que pour détruire un écam, on utilise un autre fils écam. Les qui détruisent les écams, c'est vous-même. Qui a tué Martinez Zogo? Ton patron Amougou Belinga, et toi-même tu étais en prison pour ça. Toi-même tu as goûté un gaz pour ça. Il y avait les autres là-dedans. Le drame du département, de mon département maternel, le drame de mon département maternel, Zoétele. Tout le monde connaît le drame de mon département maternel. Où Paul Biya a nommé des ministres, les uns après les autres. Et chaque ministre qui venait mettait son prédécesseur en prison. Parce qu'il voulait être le seul éléphant qui couvre la forêt. Oui, pourquoi tu ne dis pas ça? Tous les écans qui sont à Konengi aujourd'hui, qui les a mis en prison? Ce sont les autres qui les ont jetés en prison? C'est toujours vous-même qui les jetez en prison, non? Tu viens maintenant t'asseoir, tu nous dis que, wow, pour tuer un écan, on utilise toujours un autre écan. Les qui envoient tous ces ministres en prison? Les qui? Mais bon, on va envoyer combien de ministres en prison? Comme ça. Jusqu'à ce que lui-même il descende. Tous ceux qui sont à Konengi là, qui les a envoyés en prison? Martinez Zogo qu'on a tué comme un animal, sans pitié, égorgé, séquestré, torturé, de la pire des manières. Il y avait une autre tribu derrière. C'est toujours entre vous les écarts, non? Zomlo, des Zomlo et quoi? Il sort d'où? Il sort d'où? Maxime Eko sort d'où? Tu viens maintenant t'asseoir pour dire aux gens que, oh, faisons comme les autres. Quand les autres s'organisent, vous dites que c'est le tribalisme, non? Quand les autres font les choses pour promouvoir leur culture, pour resserrer les liens parce qu'ils se sentent victimisés dans leur propre pays, vous criez au tribalisme, non? Aujourd'hui, tu t'assois à Pikoro, mon Bikobo, Bikoro. Tu t'assois pour venir dire aux gens que pour tuer un écart, on utilise un autre écart. C'est aujourd'hui que tu sais ça? Toi-même, le sale rôle que tu joues à Yaoundé, à Pikoro, Bikoro. Tu es dans tous les bureaux Bikoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. On condamne Bamassis. Il est là comme Lucky Luke. On condamne Bamassis. Mais c'est lui qui est dans tous les bureaux. Tu es dans tous les bureaux, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et tu vas venir accuser les qui? Tu vas accuser les qui? Vous allez lire l'heure. Je dis que vous allez lire l'heure. Il y a 5 ans, en 2019-2018 ici, on ne respirait pas avec cette histoire des camps. Berceau d'Afrique, elle est où? Berceau d'Afrique en éveil. Voilà les Laurent Bayene eux-mêmes qui parlaient déjà contre vous. Les Zogo qui parlaient déjà. Les comment ils s'appellent Anamangue qui parlaient déjà contre vous. Ils ont abandonné ce combat de camp parce qu'ils ont compris que c'était une pitrerie, une invention, un mensonge. Il n'y a jamais de groupement écan au Cameroun. Vous avez créé ça pour faire croire au peuple de la forêt qui sont victimisés et pointer les autres.
les accuser, dire au peuple que si vous ne mangez pas chez vous, c'est parce que les autres viennent voler votre terrain. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est parce que les autres. Si vous ne faites pas ci, c'est parce que les autres. Jusqu'à ce que vous avez monté les populations à Sangmelima pour aller casser les boutiques des Bamileke, casser les boutiques des Bamoun, casser les boutiques des nordistes. Parce que vous leur faites croire que s'ils sont dans la misère, s'ils ne mangent pas, c'est parce qu'ils sont venus ouvrir les boutiques à Sangmelima. Aujourd'hui, le peuple quand ouvre les yeux. La lecture de l'heure est générale. Le panier de la ménagère est cher pour tout le monde. Tu ne vas pas dire à la maman de Sangmelima qu'elle n'arrive pas à acheter le bifara parce que le Bamileke a ouvert la boutique dans son quartier. Tu ne peux plus dire ça. Tu ne peux plus dire aux paysans de la Lekie qui ne coule pas ses produits parce qu'il y a un Bamileke qui est venu ou alors un nordiste comme la dernière fois vous avez fait, les peuples de la Lekie sont sortis avec les machettes sur les nordistes là-bas. Les peuples de la Lekie ont sorti les machettes sur les nordistes. Vous n'allez plus leur dire ça. L'heure du bilan est arrivée. Chacun voit maintenant ça. Chacun lit l'heure. Chacun est en train de lire l'heure comme ça là. Même les écarts n'acceptent plus ce discours démagogue. C'est eux-mêmes qui sont les premiers à vous dénoncer. C'est eux les premiers. Donc à Pikoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, fini de bavadailler ce qu'il a raconté là. Parce que chaque fois que le RDPC est dos au mur, chaque fois qu'il y a une actualité qui est en défaveur du RDPC, allez hop, ils nous sortent quelque chose qui aura un relent tribaliste. Une fois qu'Apikoro a dit ce qu'il a dit et que nous avons vu les enfants de la forêt lui répondre, en l'occurrence du général Valsero, en l'occurrence de Wilfried Kanga, en l'occurrence de, comment il s'appelle, Niraldor, le gendarme de la toile, en l'occurrence beaucoup. Et d'ailleurs, même Laurent Beyene est sorti par rapport à ça pour te dire que ferme ta gueule, Dibagnou. Oh Dibagnou, Pikoro. Dibagnou. On va que peut-être tabomou. On va qu'à bon betina. Mbolo pot va s'organiser. Mbeba bona. Yon bia wane bia. Mbolo balomo wane betina ko wane beti. Anebanga weye Martinez Zogo. Tu parles de Martinez Zogo, toi? Tu peux évoquer Martinez Zogo? Son corps est encore à la morgue? Est-ce que tu peux nous parler de qui a tué Martinez Zogo? Qui a planifié son enlèvement, son arrestation, son kidnapping? Qui a mis la barre de fer là où on connaît? Qui a percé ses yeux? Qui a versé l'acide sur ses cheveux? Qui a coupé sa langue? Tu ne parles pas de ça? On a aussi envoyé ceux qui l'ont fait. Ton patron en prison pour ça. Hein? Parle-nous de ça. Parle-nous de qui a tué un digne fils et quand Martinez Zogo. Au lieu de venir t'asseoir et nous raconter les histoires. Que quand on veut tuer, on veut faire du mal à un écang. On utilise un fils et quand. Tous les ministres qui sont remplis à Kodengila, on a envoyé les mettre en prison. Faut arrêter avec la démagogie. Ça ne passe plus. Les Camerounais à l'aube de 2025 savent exactement ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde est au courant. Mais tout le monde a peur et je vais vous dire pourquoi. Donc, les gens comme les Apikoro ne sont que des manifestations de quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Nous avons vu en 2018, lors du contest au Conseil constitutionnel, lorsque le président lui a dit, s'il y a un concours pour être boulou, montrez-moi que moi aussi j'aille passer. Parce que j'ai l'impression que on me refuse ma victoire parce que je ne suis pas boulou. Et hop, les chantres de la division, les oiseaux de mauvais augure, ont manipulé l'opinion pendant toutes ces années pour dire que c'est Kanto qui apporte le tribalisme au Cameroun. Pourquoi il était parti à la Cour constitutionnelle? Allez dire là-bas que s'il y a un concours pour être boulou, montrez-moi, je vais passer. C'est lui, c'est du tribalisme. Ils ont oublié que dans la même Cour constitutionnelle, pendant qu'on chantait, on proclamait les résultats, quelqu'un chantait en boulou. Paul Bianavé, Ayoba, une institution nationale. La Cour constitutionnelle est censée représenter les 240 tribus du Cameroun. Mais ils se permettent de chanter les louanges de Paul Biya en boulou.
dans une institution nationale. Mais ils disent que c'est Kamto qui a porté le tribalisme parce qu'il a osé demander que s'il y a un concours pour être boulou, montrez-moi, je vais passer. Or, le président élu le disait parce qu'il sentait qu'il y avait une injustice et qu'il sentait que après avoir mené une campagne de haut vol, après avoir parcouru le Cameroun de long en large, du nord au sud, de l'est à l'ouest, après avoir mobilisé des équipes, drainé des foules, et après avoir fait le boulot qu'il fallait dans les bureaux de vote, surveiller les votes, avoir les PV émargés de tous les bureaux de vote, les avoir compilés, qui montraient sa victoire claire, le président élu avait l'impression qu'on lui refusait la victoire, justement parce qu'il ne faisait pas partie de cette caste. C'est pour ça qu'il a dit, montrez-moi comment je fais pour entrer dans votre caste. Et hop, les chantres de la division de la haine, les chantres de la destruction s'en sont servis pour dire que c'est Kamto qui a mené le tribalisme au Cameroun. C'est lui qui avait dit à la Cour constitutionnelle que montrez-moi là où on fait le concours pour être boulot. Aujourd'hui, nous savons avec preuve à l'appui, et aucun de ces chantres du tribalisme ne parle de cela. Ils évitent tous le sujet. Aujourd'hui, on sait où et quand est né le tribalisme au Cameroun. Je vais vous faire écouter ce que le président Kamto pense ou dit de Hubert Monondiana, le philosophe de regrettée mémoire. Écoutons le président Kamto. Voilà. J'espère que c'est pas sur... Hubert Monondiana écrit un livre qui s'intitule L'idée sociale chez Paul Biya. J'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux. Et je pense qu'il avait sans doute lu quelques papiers de moi qu'il avait probablement apprécié, sinon sur le fond, au moins sur la forme. Donc je me retrouve à la chancellerie de l'université de Yaoundé, qui était encore la seule université du pays, et il m'interpelle et il me dit, mais est-ce que on se croise? Et il me dit, est-ce que vous pouvez rendre compte de mon ouvrage, l'idée sociale chez Paul Biya? J'ai dit volontiers. Peut-être fallait-il que j'étais journaliste d'ailleurs. Et je rappelle que ici nous sommes en 1987. Nous sommes en 1987. Il y a 35 ans. Voire 36 ans bientôt. Nous sommes en 1987. Continuons d'écouter. Hubert Monondiana écrit un livre qui s'intitule L'idée sociale chez Paul Biya. J'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux. Et je pense qu'il avait sans doute lu quelques papiers de moi qu'il avait probablement apprécié, sinon sur le fond, au moins sur la forme. Donc je me retrouve à la chancellerie de l'université de Yaoundé, qui était encore la seule université du pays. Et il m'interpelle et il me dit, mais est-ce que on se croise? Et il me dit, est-ce que vous pouvez rendre compte de mon ouvrage, l'idée sociale chez Paul Biya? J'ai dit volontiers. Peut-être croyait-il que j'étais journaliste d'ailleurs. Et j'accepte de le faire et je lui dis à condition que j'ai la liberté de dire vraiment ce que j'en pense. Il dit, un problème. Je vais lire l'ouvrage et plus je lis, plus je suis abasourdi. Non seulement l'ouvrage vantait les mérites de l'action sociale, ou plutôt de l'idée sociale du président de la République avant la moindre réalisation. Mais l'ouvrage avait un passage qui m'a fait froid dans le dos, où il disait, je cite de mémoire, « Préserver les appareils répressifs de l'ancien régime pour les retourner contre tous ceux que l'on soupçonne d'être contre le renouveau. » Et là,
utiliser les appareils répressifs de l'ancien régime. Écoutez bien ce que Monon Diana de regretter, mais moi, paix à son âme. Mais écoutez très bien ce qu'un intellectuel, un philosophe, un maître à penser, écrit dans un livre en 1987. Utiliser les appareils répressifs du régime précédent pour les retourner contre tous ceux qui seront contre le renouveau. Est-ce que vous entendez ça? Voilà ce que les gens... Paul Biya venait à peine d'arriver au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir en 1982. Et en 1987, 5 ans plus tard, Hubert Monon Diana, un philosophe, un maître à penser, écrit un livre qui est l'idée sociale de Paul Biya. Et dans ce livre, il dit ceci. Que le pouvoir en place doit utiliser les appareils répressifs du régime précédent, virgule, afin de le retourner contre tous ceux qui seraient contre le renouveau. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et quand on parle d'appareils répressifs du système précédent, c'est quoi? C'est le système colonial. Puisque Paul Biya est l'héritier direct après Ahidjo du système ajounatiste. Donc, il demande à Paul Biya d'utiliser les méthodes de torture, d'assassinat, de répression que le colon leur avait montré afin de mater tous ceux qui seraient contre le renouveau. Continuons. Vivance là d'un enseignant d'université philosophe. De surcroît, j'étais catastrophé parce que je suis d'une génération qui, alors que nous étions étudiants, suivions les crimes de Pol Pot au Cambodge. Les Khmers rouges ont tué plus de 3 millions de Cambodgiens parce qu'on les soupçonnait d'être contre le communisme. On les soupçonnait d'activités anticommunistes. Et voir que, après l'avènement du nouveau président de la République, seulement 2 ou 3 ans après, un universitaire camerounais défend une telle idée me paraissait quelque chose non seulement d'inimaginable mais d'insupportable. Donc je fais mon compte rendu qui est publié en plusieurs temps dans le journal Le Messager. Dès cette époque, nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait pousser, tirer vers l'avant le train de la démocratie. Et quand je lis dans l'ouvrage d'un enseignant d'université qu'il faut préserver justement les appareils répressifs pour les retourner contre ceux qu'on soupçonne d'être contre le renouveau, je dis c'est là on est en train d'emprunter la mauvaise pente. Et donc quand mon commentaire de son ouvrage pareil, il n'est pas du tout content. Je ne sais pas comment ça se passe. Sans doute travaillait-il avec les services de renseignement camerounais qu'on appelait la DIRDOC à l'époque, mais qui est aujourd'hui la DGRE. Je suis dans la résidence, la maison que je partageais avec certains de mes copains. À l'époque, nous étions encore célibataires, donc on avait un immeuble à la SIC qu'un de mes amis qui était assuré aussi louait et qu'on partageait. Il y avait plusieurs chambres. Je suis donc dans cette maison un vendredi soir quand un agent de l'IRIC, puisque j'enseignais à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, arrive accompagné de 2 personnes. Et ces personnes s'introduisent, enfin on les introduit dans la maison et ces personnes se présentent de façon très courtoise, très polie. Ils me disent, le grand patron veut vous voir. Ah. Moi, j'ai dit le chancelier, parce que pour moi, le grand patron, pour moi, ne pouvait être que le chancelier, parce que mon patron, c'était le directeur de l'URI, et au-dessus de lui, il y avait le chancelier, donc je ne pouvais pas voir plus loin. Il me dit, non, le président de la République. C'est un des nuls, comme vous pouvez imaginer. Moi, le président de la République, je me vois, il me connaît. Enfin, tiens, ah oui, monsieur, il me connaît, le président veut me voir. J'étais en bras de chemise, et je me suis dit, par politesse, on ne se présente pas au président de la République en bras de chemise. Je leur dis, donnez-moi 1 minute, je vais mettre quand même une chemise, une cravate et une veste. Donc je vais m'habiller à peu près correctement. Ils me prennent, et je me rends compte que, au lieu de se diriger vers le palais, on se dirige vers le lac. Je leur dis, mais enfin, où est-ce qu'on va exactement? Et
Et là, la politesse, la courtoisie dont il faisait preuve jusque-là disparaît. Et ils deviennent menaçants, presque insultants. Ah oui, monsieur, pour qui vous prenez-vous? Voilà, hein, vous écrivez des choses, et vous insultez le président de la République et tout. Donc, il m'amène à ce qui est aujourd'hui la DGRE, parce que je crois que ça devait être à l'époque Diodon, comme on l'appelle. Donc, je vous passe les détails parce que c'était long quand même. On m'a interrogé très longuement. Et à la fin, on me dit, attendez donc, on me fait attendre à côté. Et quelqu'un me reprend dans la voiture et on m'amène donc à la BMM. Quand j'arrive, le commissaire m'accueille et m'interroge. Il dit, comme ça, vous passez votre temps à écrire, hein, à écrire et à tenir des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État. J'ai dit, mais où est-ce que j'ai tenu des propos à l'endroit injurieux à la place du chef, à l'endroit du chef de l'État? Simplement parce que j'ai dit que non, on ne peut pas exalter la politique sociale du président de la République, puisqu'il n'a pas encore mis en œuvre. Attendons qu'il ait mis en œuvre, on va faire le bilan et on va exalter. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Il a développé peut-être des idées qui deviendront des réalisations. Pour l'instant, il n'a pas encore mis en œuvre et on a trouvé que j'avais injurié le chef d'État. Enfin, il y avait d'autres choses. Et il m'ordonne avec autorité, déshabillez-vous. Et donc, j'étais complètement nu. J'avais gardé quand même mon sous-vêtement. Enfin, je dis ensuite pour parler très simplement que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Donc on m'a permis de garder cela. On m'amène dans ma cellule et c'était une cellule cimentée, mais on avait versé de l'eau sur le sol. Et on m'a demandé de me coucher là, c'était ma cellule. Donc je vais passer vendredi, samedi, dimanche là-bas. En fait, ce qui me fait sortir finalement, c'est que enseignant à l'IRIC, j'ai dirigé beaucoup d'étudiants, parmi lesquels des étudiants étrangers. Et parmi mes étudiants, il y avait des étudiants béninois, entre autres. Et le lundi, suivant qui suivait mon arrestation, c'est-à-dire j'ai été arrêté un vendredi, alors que le lundi, on devait commencer dans la session de soutenance des mémoires. Et on arrive le lundi. Un de mes collègues, qu'on vient de nommer d'ailleurs membre du Conseil constitutionnel, est président du jury. Je devrais le nommer parce que je ne crois pas que ce soit un secret d'État. Le professeur Bipoun est président du jury. Et il pose la question, mais où est le professeur Tanto? Parce que c'est lui le directeur, on ne peut pas organiser une soutenance de mémoire sans le directeur, celui qui a encadré les étudiants. Et donc les gens lui disent non, on peut le remplacer et tout, parce qu'il n'était pas question qu'on insiste outre mesure sur mon cas, et personne ne savait où j'étais, à part l'agent de l'université qui avait amené, l'agent de l'IRI qui avait amené ces gens-là chez moi, qui savaient que finalement on m'avait amené à la Diodon. Et évidemment, un bon universitaire qui respecte la déontologie universitaire, ainsi que les franchises universitaires, le professeur Bipoun leur dit, de toute façon, on ne peut pas organiser une soutenance sans la présence des directeurs. Par conséquent, ça ne se fera pas, je ne le ferai pas. Et donc, et je dois lui rendre justice et hommage de cela. Et donc, les soutenances n'ont pas eu lieu. À partir de là, les étudiants béninois qui devaient soutenir, parce qu'après ils devaient rentrer chez eux, vont se plaindre à leur ambassade, à leur mission diplomatique. Donc l'affaire commence donc à faire grand bruit, à gagner des missions diplomatiques et remonte. Donc c'est comme cela pour ne pas que ça prenne d'autres proportions, que l'on ordonne ma libération. Donc je suis libéré et je peux donc à partir de, je crois, mardi ou mercredi, prendre part aux soutenances de mémoire à l'IRIC pour libérer les étudiants. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Voilà donc l'histoire entre Hubert Monondiana et le président élu Kanto. Hubert Monondiana écrit un livre pour glorifier Paul Biya, pour faire l'apologie de Paul Biya, et il intitule l'idée sociale de Paul Biya. Rappelons que Paul Biya vient de prendre le pouvoir, il a sa 5e année de pouvoir. Les deux sont professeurs
à l'université de Yaoundé 2, le président élu est le directeur de l'IRIC. Et le professeur Albert Monendiana est Hubert, je veux dire, est professeur de philosophie à l'université. Et il sort dans cet ouvrage, et comme le président élu a l'habitude de faire des revues, de donner des avis sur des œuvres littéraires, il le sollicite lui-même pour donner son avis sur son livre. Et le président Kamto dit, il n'y a pas de problème, sauf si vous me laissez donner mon avis sans aucune influence. Et lorsque le président élu lit le livre, il tombe sur un passage où Hubert Monondiana dit que le président Paul Biya devrait utiliser les appareils répressifs du système précédent pour réprimer tout ce qui essaierait d'être contre le renouveau. Le président Kamto s'insurge. Il dit non, mais ça c'est grave ça, c'est grave ce que ce monsieur dit. Pour un intellectuel de dire quelque chose de pareil, sachant que nous sortons des années d'indépendance où le Cameroun a payé cher, où des centaines de milliers de Camerounais sont morts, réprimés dans le sang, pour que notre pays soit libre. Un intellectuel demande d'utiliser les mêmes appareils pour réprimer tout ce qui serait contre Paul Biya. Alors le président lui donne son avis et il dit c'est impossible ça. Hubert Monendiana ne l'apprécie pas. Et ce qui suit, l'équivalent de la DGE vient attraper le président élu dans son sous-vêtement, l'amène au lac à Yaoundé, là où vous connaissez leur bureau, et le jette dans une cellule infeste où on a versé de l'eau au sol et on lui demande de se coucher là-dessus. Et lorsque j'entends des gens qui osent dire que Kamto est Sadina, mais attendez, vous ne pouvez pas manipuler l'opinion à ce point. Le président Kamto a toujours exprimé sa pensée pour ces régimes, contre ces régimes. D'ailleurs, même Hubert Monondiana le reconnaît. Le président Kamto est un opposant depuis belle lurette. Il a accepté d'entrer dans le gouvernement parce que le pays était en danger. Et une fois sa mission accomplie, auprès des instances internationales pour nous remettre la presqu'île de Bakassi, il est sorti de ce gouvernement. Vous n'allez pas manipuler l'opinion et dire que Kamto est Sadina, oh il avait travaillé pour ce gouvernement, oh il avait... Bien sûr, lorsqu'on a des capacités, des compétences, on les met au service de son pays et c'est ce que le président Kamto a fait. Donc ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, avant 2018, le président Kamto avait été arrêté 2 fois. Pas qu'une seule fois, je dis bien 2 fois. Ça, c'était la première fois qu'on l'arrêtait parce que Monondiana n'était pas content et qu'ils sont allés faire le rapport à Paul Biya et lui dit que le Maurice Kamto insulte Paul Biya partout. On a arrêté le président élu. La deuxième fois, c'était justement pour l'affaire Bakassi. Quand Paul Biya voulait que le président élu intervienne dans l'affaire Bakassi, il est allé le faire arrêter, l'intimider. Donc avant 2018, le président élu a fait la prison 2 fois. 2 fois. Et je vais vous montrer quand le président élu parle de ce qui s'est passé au Cambodge. Des mers rouges qui ont massacré, qui ont fait ce qu'on appelle un génocide. Parce qu'il y avait des gens qui étaient contre le communisme. Ils les ont systématiquement massacrés. Une des pages les plus noires de l'humanité s'est produite au Cambodge dans ces années-là. Et ces universitaires avaient vécu cela. C'est pour ça que le président Kamto est indigné, est insurgé lorsqu'il entend un intellectuel demander d'utiliser des appareils répressifs pour torturer, pour tuer tout ce qui serait contre le régime de M. Paul Biya. Regardons ce qui s'était passé au Cambodge. C'est quand même assez... Et aujourd'hui, les gens veulent nous dire que, oui, parce que le président Kamto a dit ça, oh, il ne devrait pas dire ici, il ne devrait pas dire ça. Mais attendez, ils sont de la même génération. Ils ont vécu les années d'indépendance. Ils ont vécu le massacre de plus de 180 000 Camerounais qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun. Le président Kamto lui-même, à Bafoussam, en plein marché, a vu la tête de Ernest Ouandjé décapitée et accrochée devant les populations. Et vous voulez qu'il approuve une œuvre qui demande de massacrer les Camerounais? Vous voulez que le président Kamto accepte qu'on demande de massacrer les Camerounais et ils ne disent rien? Parce qu'il cherche un poste? D'ailleurs, il n'a jamais cherché un poste parce qu'il connaît sa valeur. Regardons ce qui s'est passé au Cambodge.
Et là, je n'ai pas les images, mais j'ai juste un témoignage. Alors. Voilà. Oh. Alors, regardons ce qui s'était passé au Cambodge. Je n'ai pas sauvegardé, putain. Bon, on va le faire. Ah oui, je sais là où je l'ai envoyé. C'est pas celui-ci, c'est plutôt... Ah, Sandy. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, nous allons voir ce qui s'était passé au Cambodge. Hein. Oh, bon, je pense pas que je l'ai sauvegardé, mais on va faire ça. Ok. Bon. Nous allons voir ce qui s'était passé au Cambodge. C'est vrai que la plupart comme mon truc est en anglais, la plupart des trucs que j'ai sont en anglais. Bon. Voyons ce qui s'était passé au Cambodge justement, lorsque le régime de Pol Pot avait décidé de massacrer, assassiner tout ce qui était contre le communisme et jusqu'à commettre un génocide dans ce pays où des millions de Cambodgiens sont morts, ont été assassinés. Parce qu'un homme a décidé de tuer tout ce qui serait contre son régime. Oh, ça m'embête un tout petit peu parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Normalement, je sauvegarde mes vidéos. Oh, ok. C'était un témoignage très puissant. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sauvegardé. Je croyais l'avoir sauvegardé. J'ai dû avoir été distraite par quelque chose. Bah, sinon, on va l'écouter en anglais. Hein, si vous comprenez l'anglais. Le Cameroun est bien sûr bilingue. Bon, en tout cas, nous allons écouter ce petit témoignage d'une minute. Je demande à la France, rendez-moi mon mari. Je veux plus rien savoir. Plus de plan d'enquête, plus rien. Rendez-moi mon mari. Rendez-le-moi. C'est tout ce que je demande. Êtes-vous capable?
rien. Alors rendez-le-moi, puisque maintenant, on fait des enquêtes pendant 10 ans, les avocats 10 ans. Maintenant, je suis tellement déçue des déroulements que je demande à la France, vous avez livré mon mari Malik Merouj, rendez-le-moi maintenant. Même les autres, rendez-le-moi. La France, de M. Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac en 1975, avait dénoncé et livré mon mari ainsi que les autres dignitaires. Malik Merouj directement. Et mon mari a... Alors, les similitudes avec ce qui s'est passé au Cambodge et le Cameroun, par exemple. Alors, il a fallu que des philosophes, des penseurs tels que M. Mononjana demandent à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif colonial pour écraser, torturer tout ce qui s'opposerait à lui. Et qu'est-ce qu'on a vécu à partir des années 1980? Les disparus de Bepanda. Le commandement opérationnel. Est-ce que vous savez combien de Camerounais sont morts dans le commandement opérationnel? Le régime de M. Paul Biya a instauré une armée parallèle de renseignement et de torture qui était dirigée par M. Fauchivé, qui kidnappait les Camerounais en pleine nuit, qui les amenait et les assassinait, les jetait dans les fosses communes. Au point où ces ministres allaient nous dire qu'il y avait 0 mort. Dans toutes les universités du Cameroun, il y avait des indices. Le Cameroun a toujours été, à partir de ce moment, un État très militarisé, très infiltré. Dans tous les secteurs d'activité, vous avez des agents de renseignement. Dans les taxis au Cameroun, on sait qu'on ne parle pas n'importe comment, parce que tous les taxis à Yaoundé comme à Douala sont des agents de renseignement. Vous avez vu ce jeune homme qui a été mis en prison parce que dans un bar, il était en train de boire et il a justement dit que le pays doit changer. Il a critiqué le régime. Immédiatement, pendant qu'il était au bar, les forces de l'ordre sont venues le retrouver. On l'a kidnappé et on l'a amené. Monsieur Biya a donc instauré la peur, la torpeur, la torture, les meurtres, les assassinats, les kidnappings. Parce il met en pratique les conseils de Hubert Mononjana. Maître Fabien Kegne a été kidnappé manu militari à la sortie d'une chaîne de télévision pour avoir émis son opinion. Et vous avez vu comment ils ont fait de lui. Et lui, il a eu la chance parce que c'était en pleine télévision et il y a les réseaux sociaux. Tous les Camerounais qui sont morts quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait pas de moyens de dénonciation. C'est la mise en pratique des conseils de Hubert Mononjana qui a demandé au régime de Paul Biya de tuer, de torturer, d'utiliser l'appareil répressif colonial pour mettre hors d'état de nuit tout ce qui serait contre le renouveau. Voilà donc, c'est ça qu'on parle de Hubert Mononjana. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Et Hubert Mononjana, lorsqu'il émet ses avis, lorsqu'il émet ses opinions, lorsqu'il donne ses conseils, lorsqu'il sait qu'il est un philosophe, et imaginez combien d'étudiants ont été influencés par sa pensée à l'université de Yaoundé. Imaginez à combien de Camerounais il a inoculé ce venin de haine, ce venin de division, ce venin de partition de notre pays à l'université de Yaoundé 2, de Yaoundé 1, je veux dire. Imaginez. Mononjana est l'un des premiers penseurs du tribalisme au Cameroun avec M. Joseph Owona. C'est bien dans ces années-là qu'ils avaient dit un Bamileke et tout dit jamais. C'est bien M. Hubert Mononjana qui a été critiqué par Mongo Betty parce qu'il a justement pensé qu'il y avait trop d'admis au baccalauréat dans la région de l'Ouest. C'est bien Monsieur Mononjana, dont le professeur Luc Sinjun avait intitulé un livre et parlait de le monofascisme, parce que justement, dans cette œuvre consacrée à Paul Biya, Mononjana parle déjà de l'ethnofascisme. Il introduit un terme qu'on appelle ethnofascisme. Il le fait ancrer dans l'imaginaire, dans la linguistique politico-sociale au Cameroun. Et lorsque comment il s'appelle, l'avocat Timbanbomo ressort ce terme d'ethno-fasciste en 2018, on l'attribue au président Kamto. On l'attribue directement au président Kamto. On dit, oh, les ethnofascistes Bamileke, les ethnofascistes Bamileke. Qui a sorti ce terme d'ethnofasciste dans la politique camerounaise? C'est bien Hubert Mononjana.
qui a commencé à semer les graines de la division des Camerounais, qui a commencé à faire croire aux Camerounais qu'il y avait une ethnie à abattre absolument, à éliminer absolument. Et ce faisant, il pensait se mettre dans les bonnes grâces de Paul Biya. Et donc, écoutons ce que M. Mononjana dit du président Kamto. Écoutons très bien. C'est assez intéressant ce que M. Mononjana dit du président Kamto. Et vous allez comprendre, on va tous ensemble analyser pourquoi il s'est acharné autant sur le président Kamto. Et pourquoi le président Kamto a eu à tenir ses propos. Écoutons bien ce que Mononjana dit à propos du président Kamto. A pris sur lui de critiquer le chef de l'État pour violation permanente de la Constitution. Naturellement. Il dit que le président Kamto a pris sur lui de critiquer en permanence le chef de l'État pour non-respect de la Constitution. Continuons. Nous sommes du bord du président de la République et nous avons... Pourquoi vous dites naturellement, professeur Mononjana? Naturellement, la non, c'est juste que l'autre était en face de nous. Nous sommes donc naturellement en face de lui. C'est dans ce cas-là, pour dire que le président... Je rappelle que également M. Mononjana parle des faits qui se sont déroulés en 1987, il y a plus de 35 ans. Écoutons bien. Violé par la Constitution à partir de certains actes. Je crois que nous avons même connu le tout premier grand débat télévisé dans ce pays. Le professeur Kamto et moi, nous étions face à face. Vous vous rappelez la date? Ou au moins... Ça devait être dans les années 87. 87. Oui. La télévision avait, je crois, 2 ans. Et un débat de cette nature avait eu lieu sur la CTV, disait-on à l'époque. Et ceci, après un grand échange à travers le journal du Messager. Nous avons fait animer une politique pendant, je crois, 3 mois d'affilée à travers le Messager. Et puis Njaoué ne l'a jamais oublié, chaque fois qu'il célébrait un anniversaire du Messager, il nous faisait venir ici à Douala en disant que c'est grâce à nous, le professeur Kamto et moi, c'est grâce à nous que le Messager a pris son essor. Le professeur Kamto qui était opposé à M. Biya. Oui, il disait qu'il violait constamment. Le professeur Kamto qui était opposé à M. Biya. Nous sommes en 1987. Que tous ceux-là qui viennent chanter partout que oh, c'est un sardinat. Écoutez bien, le professeur Kamto qui était opposé à Biya. Nous sommes en 1987. Nous sommes en 1987. Les chantres de la haine, les oiseaux de mauvaise augure ont passé leur temps à dire que c'est parce qu'il est sorti du gouvernement qu'il est entré dans l'opposition. Il est déjà contre le régime de Biya. Continuons. La Constitution. Et qui s'est retrouvé Il était appuyé par Sinjin Pokam. Oui, avec qui aussi vous avez eu des échanges assez épiques. Oui, assez soutenus, oui. On a parlé à un moment donné de monofascisme. Non, c'était un concept créé par Sinjin Pokam lorsque moi j'avais fait ma conférence sur l'ethnofascisme en démontrant, en définissant ce que cela voulait dire. Eh bien, vous savez comme font les enfants qui jouent. Il a écrit un petit ouvrage qu'il a appelé le monofascisme en disant c'est toi le fascisme. Il n'y a pas d'ethno-fascisme, il y a le monofascisme. Il est coulé de votre nom, voilà, ça a découlé de mon nom. C'est la première fois qu'on écrivait un livre sur moi. Rappelons très bien, et là ça tombe très bien parce que vous savez des intellectuels qui se contredisent par la pensée, par les écrits. Alors le professeur Mononjana avait sorti un livre où évidemment il indexait une tribu et il parle d'ethnofascisme. Le professeur Luc Sinjun en réponse sort un livre où il parle de monofascisme. Mono en latin veut dire un.
Évidemment, il parle de monofascisme parce que Hubert Mononjana ne fait pas de la discrimination contre toutes les 240 ethnies du Cameroun, mais contre une seule ethnie au Cameroun. Et ça tombe bien qu'il s'appelle Mono. Alors le professeur Luc Sinjun, avec cet éclat de brillance, d'intelligence, parle de monofascisme. Et évidemment, on l'a vu depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule tribu qui est vilipendée, qui est indexée, qui est accusée de tous les maux du Cameroun. C'est les tribus de l'Ouest Cameroun, les Bamileke. Et c'est bien du monofascisme. Continuons. J'étais flatté qu'on écrivait un livre sur moi, oui. Même si c'était pas en votre faveur, forcément. Non. Pour les écrivains, t'as pas besoin qu'on écrive en ta faveur. Il faut qu'on écrive. Il faut qu'on écrive. Il faut qu'on parle de vous, même si c'est normal parce que c'est son interprétation de ma théorie à moi. D'accord. Alors, donc, vous connaissez très bien le professeur Kamto. Vous avez été surpris par sa décision de démissionner. Vous l'avez suivi quand même. J'ai suivi. Je lisais dans le car. Il n'a pas beaucoup motivé. Mais il est parti. C'est quand même surprenant. C'est surprenant parce que il avait beaucoup appuyé l'action du gouvernement, tant à la haie qu'au niveau local, dans les commissions mixtes. Donc, est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est une façon hypocrite de dire que le président Kamto a été efficace. Il dit qu'il avait assez appuyé l'action du gouvernement tant à la haie que dans les commissions locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est parti à la haie négocier pour le Cameroun dans l'affaire Bakassi. C'est ça que ça veut dire. Il ne peut pas le dire clairement que c'est lui qui a débloqué l'affaire Bakassi. Il dit oui, c'était surprenant qu'il démissionne parce que c'est lui qui avait vraiment actionné appuyé l'action du gouvernement à la haie et dans les commissions locales. Dis-nous la vérité que c'est le président Kamto qui avait tout fait. Dis donc. Ah, hypocrisie intellectuelle. Continuons. Il a été nommé ministre délégué. Oui. Vous avez été surpris quand on l'a nommé ministre délégué, après qu'il ait quand même été pendant longtemps l'un des animateurs du débat politique très critique envers le président Biya? Non, je n'avais pas été étonné parce que ce pays est plein de contradictions. Pour vous, c'est une contradiction? Bien sûr, c'est une contradiction. Lorsqu'il y a une logique politique qui s'exprime, on ne prend pas d'emblée l'opposant qui vient de vous insulter. Voilà. Donc lui-même, il reconnaît que quand Biya nomme le président élu Kamto ministre délégué, le président élu Kamto critiquait le gouvernement. Lui, il appelle ça un opposant qui insultait. Pour tous ceux qui disent que oui, le président, il critiquait violemment le régime. Mais le régime l'a quand même appelé pour être ministre délégué à la justice et régler ce problème de Bakassi. Même ce monsieur qui a écrit des livres à la gloire de Biya et qui lui-même attendait une nomination après avoir chanté les gloires de Biya partout, après avoir écrit des livres pour dire à Biya comment tuer les gens, comment les Bamileke sont les gens à battre, on ne le nomme pas. Mais on va nommer un opposant. Et lui, il est aigri par rapport à ça. Il ne comprend pas ça, il n'accepte pas ça. Voilà là où vient le problème de Mononjana et du président élu. En dehors du problème du livre que le président élu avait critiqué, il n'a jamais accepté que lui et Kambeti, qui a initié la théorie fasciste contre les Bamileke, n'ait jamais été nommé, où que ce soit dans le RDPC ou dans le gouvernement, il n'a jamais été nommé. Au contraire, on l'a même humilié en la levant comme responsable de la faculté de philosophie pour mettre son étudiant. Il a été humilié. Pendant que Kamto, qui était opposant, qui critiquait, qui insultait le gouvernement, lui on le nomme. Monsieur Mononjana n'a jamais digéré ça. Écoutons. Généralement. Non, pour vous, c'est l'ordre normal des choses, quoi. Donc pour vous, c'était un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'il rejoint sa famille politique, qui est l'opposition. Non, peut-être pas forcément, parce que l'opposition n'est peut-être plus digne du professeur Kamto. Voilà. Est-ce que vous entendez les éloges? L'opposition du Cameroun en ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 87, n'était pas digne de Kamto, tellement il était ici. Et c'est Mononjana, son plus pire critique, qui le dit. Vous voyez une appréciation, c'est-à-dire il apprécie le président en des termes un peu minimisés. Il essaie de minimiser le charisme, la hauteur, la grandeur de l'homme. Mais il n'arrive pas. Il essaye comme il peut.
de réduire l'homme, mais il ne peut pas. Lui-même, il est forcé de reconnaître que l'opposition ne méritait pas Kamto en ce moment-là. Il le reconnaît. Il reconnaît la grandeur du président élu. A déjà montré ses limites. Je crois qu'il a d'autres légitimes ambitions techniques et professionnelles. C'est-à-dire, vous semblez être dans le secret. Non, je lisais, je sais qu'il est très engagé dans les organisations juridiques internationales. Voilà. Il dit qu'il reconnaît que le président Kamto a des ambitions personnelles. Il reconnaît qu'il est très engagé dans les institutions juridiques internationales. Ouais, Adama. Tu peux combattre un homme et être incapable de le diminuer. Tu peux combattre un homme et être... Tu cherches même les mots pour le réduire, tu n'arrives pas. Oh, wonderful. Il est très engagé et très prisé dans les organisations juridiques internationales. Vous entendez ça? Il est très engagé et très prisé. Je répète, c'est Monon Djana qui parle du président Kamto. Monon Djana, le chantre de la division au Cameroun, le chantre de la haine, le chantre du tribalisme, celui qui avait créé le mot ethno-fasciste, celui qui a fait jeter le président Kamto en prison. Il reconnaît que le président Kamto est très apprécié et très prisé dans les organisations juridiques internationales. Hey, Zamba Beli Loni. Quelqu'un te combat. Il te combat. C'est-à-dire qu'il veut te descendre. Il veut ta mort. Mais il est obligé de reconnaître ta force. Il est obligé de reconnaître que tu es puissant, tu es fort, tu es intellectuel. Tu n'es plus au niveau de l'opposition du Cameroun. Tu es au niveau des institutions internationales. C'est lui qui le dit. C'est Monon Djana lui-même qui le dit. C'est Monon Djana lui-même qui dit qu'il n'arrive pas à comprendre que Kamto a démissionné. Il n'arrive même pas d'abord à comprendre pourquoi on a nommé Kamto qui est un opposant qui insultait le gouvernement. Mais il reconnaît qu'au niveau des institutions internationales, Kamto est très prisé. C'est un chanteur de Biya qui parle. Et il le dit avec des termes diminutifs. C'est-à-dire qu'il essaie de réduire l'aura du président Kamto le plus possible. Mais nous percevons, nous qui écoutons, nous qui lisons entre les lignes, nous percevons une sorte d'acceptation de la grandeur de l'homme. Nous comprenons qu'eux-mêmes, ils savaient que Kamto est trop fort, Kamto est puissant. Et nous sommes là dans les années 1987, il y a 35 ans. Nous sommes en 1987. Ce n'est pas aujourd'hui. Continuons. En fait, il a moins de temps pour s'occuper à une fonction qui, d'ailleurs, d'après certains observateurs, n'était qu'une sorte de paravent. Oui, peut-être n'était-il pas très à l'aise aussi à l'ombre d'un géant. Écoutez l'hypocrisie. Hein? Il reconnaît que Kamto est trop grand pour ce poste. Il reconnaît que Kamto est déjà très occupé dans les institutions juridiques internationales. Mais il essaie de réduire le président Kamto en disant qu'il était à l'ombre d'un géant. Mauvaise foi quand tu nous tiens. L'homme est trop fort. Je dis que Kamto est trop fort. Il a dépassé ces gens depuis les années 80. Il est trop fort. Le géant. Il était à l'ombre d'un géant quand même. Qui est le géant? Mais le géant, c'était le titulaire. Ah, M. Amadouari. Je suis le géant, non? Dans tous les sens du terme, vous voulez dire? Mais bien sûr. Il est géant de par la stature biologique. Il est géant par sa position de titulaire. Voilà. Regardez comment il insulte le président Kamto sans vouloir avouer qu'il est en train de l'insulter. Il n'arrive pas à trouver des mots pour diminuer le président Kamto. Il tombe dans l'injure. Pour un philosophe, pour un intellectuel, c'est quand même déplorable. Il dit que Kamto était à l'ombre d'un géant. Et il parle du physique. Il dit oui, Amadou Ali était grand physiquement. Mais on lui demande physiquement et géant en quoi d'autre. Il hésite. En politique, lorsqu'on hésite à exprimer sa pensée, ça veut dire qu'elle n'existe pas. On est en train de vouloir l'inventer. Donc il essaie de trouver des qualificatifs à Amadou Ali
qui vont le rendre plus fort que le président Kamto. Il n'en trouve pas. Il dit que oui, c'était lui le titulaire. Le titulaire, mais il était en quoi plus géant que le président Kamto? En quoi était-il plus géant? Il n'arrive pas à le dire. Jalousie, haine, frustration quand tu nous tiens. Continuons. Quel que soit le côté, c'est un géant. Regardez-les, voilà. C'est pas péjoratif. Même le journaliste a compris qu'il est tombé dans l'injure. Même le journaliste a compris qu'il est tombé dans l'injure. Et il a l'air narquois lorsqu'il le dit. N'est-ce pas désolant de voir un intellectuel qui n'a pas d'argument, mais tombe aussi bas? C'est pas péjoratif. Quand vous détenez un portefeuille en plein, vous êtes le géant par rapport à un ministre délégué. Mais je ne pense pas que ces considérations aient pu jouer. Il dit ainsi, il se moque de la position de ministre délégué du président Kamto à la justice. Rappelons ceci. Monon Djana a passé toute sa vie à poursuivre un poste dans le gouvernement de Biya. Il ne l'a jamais eu. Monon Djana était prêt à faire à ce que le gouvernement de Biya massacre tous les Camerounais pour qu'il ait un poste. Il ne l'a jamais eu. Et lorsqu'il parle du président Kamto, vous ressentez cette frustration parce que c'est un poste que lui, il aurait voulu avoir. D'ailleurs, dans une interview accordée dans une autre chaîne de télévision, il dit ceci. Il dit que lui voulait faire droit à l'université, mais qu'on l'avait obligé à aller faire lettres. Donc vous ressentez de la jalousie, de l'envie, de la haine. Parce qu'il aurait voulu être à la place de cet illustre homme qui a été nommé malgré le fait qu'il insultait le régime Paul Biya. Et que lui, il a passé le temps à glorifier Paul Biya. Il a passé le temps à écrire des théories pour suggérer à Paul Biya comment gouverner. Et il n'a jamais eu un poste. Jamais. Sur la décision du professeur Kamto, vous pensez que c'est anecdotique ça? Vous pensez que ça vient d'où? Moi je pense qu'à un moment donné, Kamto a 57 ans, à un moment donné, on ne sent plus le besoin de travailler pour quelqu'un. Quand on a une certaine valeur, quand on a une certaine posture, et quand on est connu internationalement, on se sent à l'étroit en travaillant constamment pour quelqu'un d'autre. Alors qu'on peut s'exprimer plus ouvertement, plus librement, disons plus internationalement. Donc vous pensez que c'est ce qui a motivé sa démarche. Vous avez... Voilà donc ce que Monon Djana dit du président Kamto. Voilà ce que Hubert Monon Djana de regretter mémoire dit du président Kamto. Et dans ses propos, on ne ressent que de la haine, de la frustration, de la jalousie, de l'envie. Et je vais vous montrer une vidéo qui prouve cela. J'espère que je pourrai la rattraper. Je vais vous montrer une vidéo qui prouve que ce monsieur a tout fait pour avoir un poste. Il a voulu un poste, il ne l'a jamais eu. Alors, regardons cette vidéo. Si je la retrouve, voilà. Regardons cette vidéo tous ensemble. Vous allez écouter le grand professeur Hubert Monon Djana qui pleure la nomination. Qui pleure, je vous jure. Il a travaillé toute sa vie à diviser les Camerounais, à démontrer que ce sont les autres qu'il faut abattre, à appuyer le cynisme, le machiavélisme du gouvernement de Paul Biya, et il n'a jamais eu le poste. La rage, le goitre de ça, le goumen de ça. Et comme Toki est opposant, on le nomme. Il n'a jamais, en plus Bamileke, il n'a jamais digéré ça. Il n'a jamais digéré ce manque de respect-là. Ou alors cette ingratitude du gouvernement, comme lui-même il le dit. Je vais vous montrer cette vidéo. Regardons-la tous ensemble à partir de la 13e minute. Naturel. Quand vous venez, il y a le professeur Mendoza avait fait un petit film là-dessus. Une femme qui venait chercher la vie en ville, dans la prostitution. Alors, je rappelle que cette interview, c'était dans l'arène de Canal 2. C'est une émission qui est récente.
Et évidemment, les gens ont posté ça partout pour dire que, oui, Mono Ndiana n'était pas tribaliste parce que là, au crépuscule de sa vie, lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas eu de poste, il se met à critiquer le régime de M. Biya. Et c'est là où il va dans l'arène dire qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas 240 tribus au Cameroun. Il y a la tribu de ceux qui mangent, il y a la tribu de ceux qui ne mangent pas. Et ça a été repris par plusieurs personnes. Et ils ont coupé cette partie pour dire que non, il n'était pas tribaliste. Mais là, il revient parce qu'il a vu qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pendant toutes ces années où il prônait le tribalisme, la haine tribale, la division des Camerounais, où il demandait à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif colonial pour mater, pour torturer, pour assassiner, pour kidnapper tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le renouveau. Lorsqu'il se rend compte que ça n'a pas payé, il retourne maintenant et commence à dire que non, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de 240 tribus, il y a la tribu de ceux qui mangent et de ceux qui ne mangent pas. Évidemment, il se rend compte qu'il fait partie maintenant de ceux qui ne mangent pas. Écoutons. Elle n'a pas réussi vraiment, elle a pris ce ballon, elle est rentrée au village. Mais pas de nous dire. Voilà, vous connaissez bien le film. Du texte, Ça montre que nous venons tous sur la place centrale, c'est-à-dire dans l'état central. Nous qui venons de la périphérie, nous voulons chercher les avantages dont dispose l'État et que l'État doit répartir. C'est ça que nous venons chercher. Mais si l'État ne répartit pas bien, il y a des mouvements. Et répartir bien, c'est savoir faire la division. Voilà. Arithmétique. Il dit que l'État ne répartit pas bien. Donc il commence à pleurer que dans l'État, il y a les gens qui mangent et il y a les gens qui ne mangent pas. Donc lui, il se rend compte qu'il est de ceux qui ne mangent pas. Il commence à pleurer. Quand vous avez... J'ai fait les mathématiques au cours préparatoire. Hein. Si vous avez 10 macabos, n'est-ce pas? Et il y a 5 personnes. Vous savez donner combien de macabos à chacune? 2. Mais ici au Cameroun, quand vous avez 10 macabos, vous divisez par 5, eh bien ça donne parfois 7. Ça donne 7. Et puis 2 petites moitiés pour les 3 autres qui restent. Et c'est comme ça qu'on fait la division dans ce pays. Et c'est ça le problème de vivre ensemble. Parce que ceux qui ont perdu au partage ne peuvent pas être contents. Si vous avez reçu 7 macabos, moi j'ai reçu la moitié d'un macabo, je ne peux pas être content, je ne vous déteste pas. Mais les faits sont tels que je ne peux pas me sentir à l'aise. Je me sens donc mal à l'aise. Et il y a des conséquences dans mes réactions. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien. Mais seulement le partage a été mal fait. Et quand vous regardez bien, il est en train de pleurer le partage du gâteau national parce qu'il n'a pas eu sa part. Donc comme il n'a pas eu sa part, il faut maintenant qu'ils disent que non, il n'y a pas de tribalisme, c'est seulement que les autres n'ont pas aussi. Continuons. Des avantages. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien. Mais seulement le partage a été mal fait. Et quand vous regardez bien, la division des avantages, la répartition des avantages dans notre pays, la division est mal faite. Nous, par exemple, au RDPC, nous faisons élire notre président. Mais au moment de diviser les avantages, au niveau des électeurs qui l'ont porté au pouvoir, on voit des gens qui ont un poste, un deuxième poste, un troisième poste, un quatrième poste, un cinquième poste. Voilà, lui-même il se rend compte qu'il marchait avec les gens. Il a travaillé pour eux. Il a remué le tribalisme. Il a créé les idéologies de tribalisme en se disant que le pouvoir va rester chez les Ekam. Il a tout fait pour que les autres soient détestés. Il a même dit que Paul Biya doit utiliser l'appareil répressif pour tuer, torturer tous ceux qui seront contre le régime. Et il n'a pas de poste. Pendant ce temps, les autres ont les 3, 4, 5 postes. Les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé. Alors qu'ils n'ont jeté qu'un bulletin. Comme les autres qui ont jeté aussi un bulletin. Alors, le problème est donc un problème théorique, c'est le problème de John Rawls, théorie de la justice. Pourquoi chercher à multiplier le mécontentement au lieu de chercher à multiplier... Toi-même, tu es mécontent. Tu es mécontent. Quand vous prenez sur 10, vous donnez 8 à une personne, vous avez rendu 7 autres personnes mécontentes. Donc vous avez multiplié le mécontentement. Alors que la démocratie consiste à répartir les avantages
et à multiplier la satisfaction autant que possible. Voilà. Donc, quand il amenait la théorie du tribalisme appuyée par Joseph Owona, qui avait écrit que un Bamileke étudie jamais. Quand il avait créé la théorie de l'ethnofascisme, quand dans son livre, il a demandé à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif pour torturer, tuer, assassiner les Camerounais, il pensait qu'à la clé de tout ça, il aura un poste. Mais il se rend compte que, même à l'intérieur de leur groupement ECAM, et d'ailleurs lorsque je joue ma chanson d'entrée Essingam, ils avaient créé un groupuscule de l'ordre dominant qu'ils avaient appelé Essingam, qui était censé être une société secrète des peuples de la forêt pour conserver le pouvoir. Et c'est en réponse de ça que le professeur Luc Sinjoun avait créé aussi le LACAM. Mais il a voulu faire manipuler pour dire que le LACAM existait et que les Bamileke faisaient des choses secrètes et tout pour prendre le pouvoir. Ce qui est complètement faux. Le LACAM est créé dans les années 90. Alors que le groupement, le truc Essingam, le groupe Essingam, la société secrète Essingam avait été créé dans les années 80 par les chantres du tribalisme avec pour objectif de conserver le pouvoir chez les Betty Boulou jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, de conserver le pouvoir chez les Betty Boulou. Voilà donc ceux qui ont pensé le tribalisme au Cameroun. Voilà les gens qui ont créé le tribalisme au Cameroun. Et quand ils se rendent compte que même à l'intérieur de leur histoire des camps, il y a les divisions. Les Boulous sont supérieurs aux Ewondo, les Ewondo sont supérieurs aux Eton, ainsi de suite. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils travaillent avec eux, mais c'est un 8 postes et lui n'a rien, il retourne sa veste et il devient aigri. Il commence à dénoncer. Sauf que ceux qui pardon, j'ai perdu le fil de mes idées parce que sauf que ceux qui travaillent avec eux, ils ont des particularités. Dans le groupement ECAM, les Boulous qui ont le pouvoir à travers Paul Biya estiment qu'ils sont les supérieurs aux autres. Les Ewondo pensent qu'ils sont supérieurs. Alors lui, il se rend compte qu'il a fait tout ça. C'est un 8 postes. Vous avez vu les femmes Ndongo qui cumulaient combien de postes? Femmes Ndongo à un moment cumulaient plusieurs postes à la fois. C'est un 7-8 postes et lui n'a rien. Pendant que lui, il a divisé les Camerounais. Pendant que lui, il allait faire reprendre les épreuves de bac à l'ouest, soit disant que wow, les gens passaient trop le bac à l'ouest. Mongo Betty, ressortissant de la forêt, l'a critiqué. Voilà donc comment M. Hubert Monondiana commence à dénoncer sur les plateaux de télévision jusqu'à dénoncer la guerre du Nozo. Sauf que ce qu'il oublie concernant la guerre du Nozo, justement, c'est que quoi? C'est que le régime de Paul Biya applique exactement ce qu'il avait préconisé dans son livre lorsqu'il commence cette guerre du Nozo. C'est lui-même qui avait demandé à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif pour torturer et tuer tout ce qui serait contre le renouveau. Ce qui s'est passé au Cambodge, lorsque les gens étaient contre les mers rouges, contre le communisme, on massacrait les familles, on tuait les femmes enceintes, les hommes âgés, ainsi de suite. C'est ce que le régime de Paul Biya a fait au Nozo. C'est exactement ce que le régime de Paul Biya a fait contre sa propre population. On ne s'insurge pas contre la guerre sur Boko Haram. Pourquoi? Parce que Boko Haram est un corps étranger qui vient violer notre territoire et qui attaque nos citoyens. Alors il est légitime que l'armée aille défendre l'intégrité de notre territoire contre Boko Haram. Pour cela, nous soutenons l'armée camerounaise. Mais lorsque Paul Biya, au lieu d'entamer une négociation, un dialogue avec ses frères, avec ses citoyens du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, qui ne réclamaient, qui n'avaient que des réclamations corporatistes, retourne les armes contre ses propres citoyens. 7 ans plus tard, nous sommes à plus de 15 000 morts. Des Camerounais qui s'entretuent. Hubert Monondiana, paix à son âme, devrait avoir beaucoup de choses sur la conscience par rapport à ça. Parce que c'est lui, lorsque Paul Biya accède au pouvoir, qui lui dit non. Il faut tuer, il faut torturer, il faut utiliser les méthodes ojulatistes pour écraser tous ceux qui seront contre toi. Il faut les enfermer, il faut les jeter en prison. Et c'est ce que nous avons vécu depuis les années 80, avec les disparus de Bepanda,
avec les manifestations dans les universités où il y avait eu des centaines de Camerounais qui avaient été massacrés. Et il n'y a jamais eu d'acceptation de crimes de ce régime. Avec les opérations comme le commandement opérationnel qui kidnappait les enfants camerounais et allait les tuer. Moi, j'habitais PK14. À PK25, il y avait une fosse commune où on jetait les cadavres des jeunes Camerounais kidnappés par le commandement opérationnel du commandant Paye. Tout ça sous Paul Biya. Il a utilisé les méthodes préconisées par Monon Djana. Si Monon Djana s'était donc repenti, comme certains le disent, si Monon Djana s'était repenti, il aurait regretté d'avoir conseillé à Paul Biya d'écraser les Camerounais pour maintenir son pouvoir. Il aurait regretté cela. Il ne l'a jamais fait. Monon Djana n'a jamais regretté d'avoir été de ceux qui ont pensé que Paul Biya devait écraser les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Il ne l'a jamais fait. Monon Djana n'a jamais regretté d'être de ceux-là qui avaient pensé la division tribale des Camerounais à travers son livre et ses termes d'ethnofascisme. Monon Djana n'a jamais fait un mea culpa et accepté qu'à l'époque il s'était trompé et qu'il le faisait parce qu'il était motivé par des besoins de poste, des besoins personnels. Il ne l'a jamais accepté. À partir de ce postulat, n'étant pas intellectuel moi-même, je ne suis que BSc, qui veut dire Bachelor in Science. Je ne peux pas me comparer à un éminent professeur d'université. À partir de ce postulat, nous pouvons déduire que toutes les dénonciations de M. Monon Djana dans les chaînes de télévision n'avaient qu'un seul objectif, l'objectif de se plaindre du fait qu'il n'ait jamais eu de poste. L'objectif de dénoncer le fait qu'il ait travaillé pendant plusieurs années et que c'était un 8 postes, 10 postes et lui n'a jamais rien eu. Et ça a créé, comme il a dit, vous avez suivi dans cette interview, que ça crée de la colère. Il a eu de la colère. Il a eu la colère parce qu'il n'a jamais été nommé dans quoi que ce soit. Au contraire, il a été humilié. Il a été réduit. Regardez comment il est mort. Vous allez comprendre que la dictature n'a pas d'amis. Que cela serve de leçon à tous ceux-là qui chantent les louanges de Paul Biya tous les jours. La dictature n'a pas d'amis. Mendoza, qui a sacrifié son fils aux États-Unis pour Frank Biya. Mendoza, qui a couvert Paul Biya, qui a chanté la plus belle chanson pour Chantal Biya, est mort comme un animal enchaîné à son lit et amaigri. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Nous-mêmes, les opposants, on a crié que pardon, évacuer Mendoza. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Ils l'ont laissé crever comme un animal. Voilà des gens qui ont consacré leur vie à maintenir Paul Biya au pouvoir. Mendoza avait instrumentalisé la CIATV pour intoxiquer l'opinion publique camerounaise. Il est mort comme un chien. Aucun d'entre eux n'est même venu, même Charles Ndongo n'a pas eu le courage. Charles Ndongo qui était employé par Mendoza n'a pas eu le courage de donner un hommage décent à Mendoza. Voilà Monon Djana, après avoir instauré le tribalisme au Cameroun en 1987, après avoir demandé à Paul Biya d'utiliser les appareils répressifs du colon pour écraser tous les Camerounais qui vont se lever contre lui. Et Paul Biya l'a très bien fait. À partir des années 80, jusqu'aujourd'hui au Nozo, il écrase les Camerounais avec son appareil répressif. Monon Djana le lui avait conseillé. Regardez comment Monon Djana est mort. À tous ces chantres du tribalisme, ne croyez pas que vous avez un sort meilleur que nous. Vous qui nous dites que vous n'allez plus jamais mettre les pieds au Cameroun. Si on t'arrête, tu vas lire. Nous parlons la vérité et nous vivons librement dans nos pays d'accueil. Mais vous, même dans votre propre pays, le régime que vous défendez vous écrase. Vous écrase lorsque vous ne lui servez plus à rien. Je vous ai cité deux exemples. Mendoza est mort comment? Regardons comment Monon Djana est mort. Vous-même, vous allez voir. Celui qui avait écrit dans son livre que Paul Biya doit écraser les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Regardez comment il est mort. Oui. Pour me gratter la lèvre. Oui. Je demande à ma femme de me gratter la lèvre. Oui.
Il veut le soulever, il m'a dit d'arriver à l'aide. Ah, c'est terrible. Mais j'espère quand même que ça va. Vas-y. Ça va se faire. Elle appelle ça à l'hôpital, en passe là, on va continuer les soins. Comme tu habites, en passe à l'hôpital. L'hôpital Maria Rosa. Regardez le grand professeur, 2 minutes 30 secondes. créateur de l'ethnofascisme, chantre du biaïsme. Bonne journée, nous souhaitons bonne réunion. Il ne veut Regardez. pas empêcher. Ouais, d'accord. Vous allez terminer, mais que ça progresse bien. Ouais. Voilà comment il était avant sa mort, lorsqu'il a fait cet accident le jour de son anniversaire, le 3 novembre. Il est fini comme un rat. Aucun membre du gouvernement ne lui a rendu visite. Aucune aide du gouvernement, rien. Il a crevé. Il a crevé comme un chien sur son lit d'hôpital. Pas moyen de s'offrir des soins adéquats. Pas moyen de s'expatrier, de faire une évacuation sanitaire. Voilà donc comment le régime de Paul Biya vous répond. Le même régime de Paul Biya qui a tué Martinez Zogo, qui chantait partout que Paul Biya est son père. On l'a assassiné comme un chien, comme un animal. On l'a dépecé, on l'a violé, on l'a torturé, arraché les ongles. Voilà ce régime que vous servez. Un régime satanique, un régime machiavélique. Et Mono Djana fait partie de ceux-là qui ont instauré cette barbarie au Cameroun en demandant à Paul Biya d'utiliser les appareils répressifs pour écraser les Camerounais. Le voilà. Voilà comment il est fini. Voilà celui qui avait demandé. Paul Biya venait d'arriver au pouvoir. Ils ont formé un groupement qu'ils ont appelé Essingan. Et dans ce groupement, il y avait des idéologues, des penseurs. Et parmi ces penseurs, Mono Djana, qui a créé le mot ethnofascisme, qui a pointé, qui a singularisé une ethnie, qui l'a martyrisé. Voilà comment il est fini. Et donc, quand le président Kamto donne son expérience, son vécu avec ce monsieur, des Ouistiti, des Uluberlus se lèvent pour dire que, wow, machin, parmi lesquels Dr. Password. Dr. Password, est-ce que tu connais même ce que le président Kamto a vécu avec ce monsieur-là? Est-ce que tu connais? C'est entre eux les universitaires. On l'a torturé à cause de Mono Djana. Des fanfarons, des chefalons de la Léquier se lèvent avec leurs caleçons en élastique. Ils sont là comme les teng-teng du dessin animé. Ils se lèvent, ils prennent une brouette, ils mettent 2, 3 cartons ensemble, ils mettent la peinture rouge sur ça. Ils s'amusent à dire que, wow, que Kamto va mourir. Vous ne pouviez pas faire les incantations pour que Mono Djana soit pris en charge, comme vous l'aimez trop. Vous ne pouviez pas faire vos incantations pour qu'on le nomme, lui qui a cherché la nomination pendant 40 ans. Vos incantations, c'est seulement sur Kamto. Regardez-moi des teng-teng comme ça là, des dessins animés. Dans les zones du centre-sud, le chef traditionnel à quelle valeur? En dehors des chefs de premier degré, j'enlève sa majesté perpétuelle. Sa majesté perpétuelle. Tara Biloa Efa, qui s'est retourné contre la sardine, qui a décidé de défendre son peuple, qui s'est sacrifié, qui a fait la prison. J'enlève Tara Biloa Efa, sa majesté perpétuelle. Katangandji a voulu destituer. Et il a dit à Tangandji que son pouvoir ne vient pas de l'administration. Son pouvoir vient des ancêtres. Il est le descendant sur plusieurs décennies d'Envor Beti. J'enlève celui-là. Les chefs, les Nkoukouma chez les Boulou, les Ewondo, tout ça, ils valent quoi? Ils n'ont pas de pouvoir mystique parce que là, vous avez détruit, vous avez vendu, vous avez prostitué toute la mystique du Beti Boulou, un peuple riche de la forêt, un peuple qui avait une culture riche. Il n'y a plus rien chez vous. Le centre-sud est vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand j'étais petite, j'allais au champ avec mon grand-père, en Baume, 7 km de Saint-Mélima. Quand on allait au champ, on marchait à pied plus d'une heure et demie. On entrait vraiment dans la brousse. Et quand on marchait dans la brousse, mon grand-père, lui, partait très tôt le matin. Et donc, nous, on le suivait après. Il nous disait toujours, si vous vous perdez en brousse et que vous tournez autour du même arbre, d'un même endroit plusieurs fois, vous savez que vous êtes perdu.
Alors vous parlez en patois, vous dites aux arbres de la forêt que me Salomon, ma soeur sans milima, bien que ça me fout, ma engongo Joanne ma me que kui. Donc vous demandez pardon aux esprits de la forêt, que vous êtes les enfants de tel, vous partez à tel endroit pour faire tel, vous ne venez faire rien de mal et vous allez retrouver votre chemin. Et je vous assure que nous l'avons fait plusieurs fois. Plusieurs fois, on s'est perdu en forêt et on s'est mis à chanter, à parler entre nous que engongo, bine bonne kala, bien que Anna, bien que Sona, bien que Zeboana, et on se retrouve sur notre chemin. Je ne peux pas vous dire à combien de reprises la vipère, je dis bien la vipère, la vipère de la forêt, elle est comme ça, elle est courte. La vipère de la forêt est la plus puissante au monde. La tête de la vipère peut renverser un adulte de plus de 50 kilos. Je dis que si la vipère est le seul serpent qui saute, la vipère est le seul serpent qui saute. Si la vipère décolle du sol comme ça, là, elle est courte, hein, elle est courte comme ça, elle est pleine de muscles. La vipère, c'est un serpent très musclé. Si la vipère décolle du sol comme ça, elle te colle, tu tombes au sol immédiatement. La vipère est l'un des serpents les plus venimeux au monde. Je ne peux pas vous dire combien de fois où on allait au champ et nous avons trouvé une vipère qui nous empêchait de traverser. Elle était là. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était de dire, pardon, engongo, bien yiko abe, bino bonne kala, bien so, vous me si, bien que vous me kala, bien que ça me fout. Et dès qu'on finit de parler comme ça, la vipère commence à ramper doucement. Elle part en brousse. Elle nous laisse traverser. Je ne peux pas vous dire combien de fois. Pour vous dire à quel point les peuples de la forêt étaient dotés d'un mysticisme, d'une richesse culturelle énorme. La preuve, regardez les Pygmées. Les Pygmées sont des gens qui ont conservé leur originalité. Mais les peuples Beti Boulou, à travers leurs chefs, ont vendu toutes ces connaissances. Ils n'ont plus rien, ils connaissent même, je dis même soigner les simples maladies qu'on soignait au village avant, ils ne connaissent plus. Je dis les petites maladies, les trucs comme les fibromes, quand une femme souffrait de fibromes, on partait cueillir quelques herbes, elle buvait et puis ça finissait. Quand on disait qu'une femme n'accouche pas, on mélangeait comme ça, elle buvait. Elle buvait. Aujourd'hui, ils ne connaissent plus rien. Donc ces teng qui disent qu'ils sont les hommes là, quand je les regarde même, c'est des petits affamés. Ce qu'ils sont allés faire là, ça n'a aucune valeur culturelle ni mystique. Je dis bien aucune. C'est pas parce qu'ils ont mis un tissu rouge sur une brouette. Si c'était très fort, ils devaient empêcher qu'on tue Martinez Zogo. Depuis qu'on a tué Martinez Zogo, ça fait 1 an, le corps est à la morgue. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les cérémonies pour que celui qui a tué Martinez soit reconnu coupable et jugé? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur cérémonie pour les hommes-là, des hommes-là qui a tué Martinez Zogo? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces hommes-là qui ont assassiné leur digne fils Martinez. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les incantations sur ces hommes-là? Hein? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les incantations? Ils n'ont pas fait les incantations là. Comme ils aimaient trop Monon Djana. Pourquoi Monon Djana ait un poste? Il n'a jamais eu de poste, le pauvre. Il était devenu aigri. Il chantait son aigreur partout, disant comment on ne donne pas les postes, on ne donne pas les postes. L'aigreur de ça. Pourquoi vos incantations là? Les incantations que vous êtes parti faire sur la brouette. La brouette qui porte le manioc au champ. Pourquoi on n'est pas allé faire les incantations là? Pour qu'il y ait les routes dans votre léquier là. Il y a la route là-bas. Il y a l'eau potable. Les incantations, c'est seulement pour que Kamto meurt. Quand Kamto meurt, votre pays, votre village va se développer. Heureusement que ce sont les enfants de la léquier qui vous ont traité. Je remercie ici le général Valsero. Il a porté le dossier là sur son dos. Il a traité les pères là bien. Je remercie Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga est sorti sur les vieux sorciers là. Bien même. Des petits wissisi comme ça. Le chef traditionnel Boulou, le Nkoukouma a quelle valeur? Il a quelle valeur? Je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Je suis le petit frère de ma mère qui était successeur à son père qui était un Nkoukouma dans leur village. Donc, le frère consanguin à ma mère était héritier de la chefferie de son village. Vous savez ce qu'il a fait? Donc en fait, c'était lui qui devait le Nkoukouma, le chef du village. Vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu la chefferie à 50 000 à un étranger. Il a vendu la chefferie à 50 000.
Donc voilà les chefs qui vendent leur titre de chef. Et c'est eux qui prennent les brouettes rouges pour venir parler à Maurice Kamto. J'ai dit que, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit que le père, si je me disais même que tu cherches, tu voulais vendre la chefferie, il fallait me dire j'allais acheter. J'allais même acheter ça même à 250 000 ou 300 000. J'ai dit que le gars a vendu la chefferie à 50 000. Il a bu le kitoko avec, il a bu le dontol, il a mangé un peu de porc et l'argent était fini. Aujourd'hui, il est sujet à un étranger dans son propre village. Ça veut dire que la chefferie, là où on a enterré son père, il n'a plus le droit d'aller là-bas parce qu'il a vendu ça à 50 000. Voilà les chefs Betty Boul. Je vous parle de mon histoire, hein. Et quand je parle en tant qu'enfant et Betty. Je dis que le petit frère de ma mère, ce n'est pas que les affaires d'à côté. Le petit frère de ma mère a vendu, le frère consanguin de ma mère, il a vendu sa chefferie à 50 000, à Sangmelima. 50 000. Et c'est eux qui viennent maintenant prendre les brouettes pour dire qu'ils vont tuer Kamto. Est-ce que vous savez qu'au centre-sud, on fouette les chefs? Est-ce que vous savez ça? On met le chef par terre, on le fouette. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Je vais vous montrer comment ces ting-ting-là, comment on les traite même dans leur propre chefferie. Jusqu'à il vient ici là. Vous ne pouvez pas aller faire vos cérémonies pour Fridolenke qui marchait partout en brousse avec le chien. Tantôt Milou. Oh, Mbabgu me pousse. Milou. Il fait le live à 4 h du matin dans la brousse. Vous ne pouviez pas faire les incantations pour lui. Vous ne pouvez pas faire les incantations pour Fridolenke. Tantôt on le voit avec le chien. Tantôt c'est avec la chèvre. Il a attaché la corde au cou. Il tire la chèvre. Milou. Oh, on veut me tuer vraiment. Me voici. Je fais comme ça le live pour vous dire que Bamki, on me recherche. Je suis à la poursuite. Et ils sont tous des philosophes. Hein? Ils sont tous des philosophes là. Je vais vous montrer comment on fouette un chef traditionnel chez les Betty Boulou. Pour vous dire que ces gens-là qui viennent bavarder, d'ailleurs, quand ils avaient fait leur histoire là pour Martinez Zogo, Nessa directement les a arrêtés, on les a menés dans un bureau, on les a alignés au couloir, on dit, allez, dites que vous vous êtes trompés et que vous regrettez. Ils ont... Ouais, ils ont regretté. J'espère trouver cette vidéo, on fouette le chef. Attendez un instant. Alors, j'espère que je vais retrouver ça. J'ai un peu de soucis parce qu'avant, je préservais mes vidéos avec WhatsApp. Mais là, comme j'ai plus de WhatsApp, c'est un peu difficile. Regardez comment on fouette les chefs traditionnels chez les Boulous. Regardez, hein, regardez. Regardez comment on fait. Aïe! 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 Voilà les chefs qui sont allés faire les incantations contre le président élu. Regardez comment on les fouette. Regardez. Aïe! Aïe! Voilà les chefs qui vendent la chefferie à 50 000. Aïe! Regardez. Voilà le chef. Hein. Allez, fouettez. Fouettez-le. Aïe! Aïe! Les voilà. Les voilà, regardez. Voilà les coucoumas là. Regardez-moi les ting-ting. Regardez les ting-ting là. Regardez les ting-ting. Comme ça qu'on les fouette. Après, ils vont aller faire les incantations pour que le régime les remarque. On leur donne 20 000 chacun. Les petits affamés comme ça là.
Vos petites incantations n'ont aucune valeur. Log 1, logarithme 1. Log 1, aucune valeur. Ils sont là comme les gens qui n'ont pas mangé depuis une semaine. Ils portent la brouette. Ils ont même eu la force de peindre. Ils ont eu la force de colorier leur fameux cercueil là. Et d'imprimer la photo du président élu. C'est ceux qui sont allés faire le rapport à l'élite qu'on a dépensé 100 000 pour imprimer toutes les photos, fabriquer le cercueil. Il faut vraiment que nous encourager des petits affamés. On connaît votre schéma. Vous valez quoi? Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Quand les nominations arrivent, aucun ministre ne va avoir le koukouma. Aucun. Vos cérémonies ne comptent pour zéro. Quand les nominations arrivent, on les voit chez tous les marabouts béninois. Chez les marabouts, ceci. Ils vont même chez les pygmées, ils ne vont pas chez les koukouma. Arrêtez avec la comédie. Comédie club. Comédie club. La famine de ça, Zai. Miawo Zai. Miawo Zai. Vous avez faim. La famine est déjà trop grave au Cameroun au point où les chefs traditionnels qui sont censés représenter. J'ai pitié du peuple Betty et Kam. On devrait avoir honte. On devrait avoir honte d'avoir des gens qui sont censés représenter l'autorité traditionnelle, qui se travestissent à ce point, qui démontrent la famine à ce point-là. C'est terrible. Mais tout ce que vous faites, c'est de faire la promotion du président Kamto et de démontrer que c'est lui la solution. Parce que vous vous acharnez tous sur lui. Tous. Sans exception, vous ne manquez jamais l'occasion de vous acharner sur lui. Et tant que vous vous acharnez sur lui, nous on sait que c'est lui la solution. Parce que vous ne faites pas les incantations sur les autres opposants. Vous avez fait les incantations sur quel opposant? Vous avez fait les incantations sur Kouanye. Vous avez fait les incantations sur Joshua aussi. Vous avez fait les incantations sur qui? Puisque vous faites les incantations sur lui, nous on continue de le soutenir. Et on dit aux Camerounais que sachez que le changement au Cameroun n'est possible et ne viendra que par Maurice Kamto. Il est la solution de notre pays. Et vous le combattez depuis les années 80. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis les années 80. Parce que Monon Djana l'a dit. Vous avez remarqué qu'il était brillant. Vous avez remarqué que les institutions internationales le prisaient. Et vous avez commencé à le combattre. Dès les années 80. Ça fait plus de 35 ans que vous êtes sur le dos de Maurice Kamto. Aujourd'hui, il nous a ouvert les yeux. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Debout, c'est debout jusqu'à la fin des temps. Je dis, si un seul cheveu, il est là à un jet de pierre et tout dit non, tentez de le toucher. Si un seul cheveu cherche son frère sur la tête de Kamto, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir, vous pouvez l'enfermer, vous pouvez lui priver ceci, vous pouvez lui faire cela. Tant qu'il est debout, nous on est là. Mais le jour où un seul cheveu va chercher son frère sur sa tête, mi yena jominga teke yena jam un l'amour. Mi yena simba. Mi yena kiacham. Bon. Donc, monsieur le président élu, son excellence, le peuple de la résistance et le peuple camerounais dans son entièreté vous respecte pour votre combat depuis plus de 30 ans pour l'avènement d'un Cameroun meilleur, pour l'amélioration des conditions de vie de vos enfants camerounais. Et nous vous disons que nous sommes debout jusqu'à la fin des temps derrière vous. Rien à faire. Et au passage, nous disons, la convention du MRC se tiendra du 9 au 10 décembre à Yaoundé. Je dis bien que nous devons faire une démonstration de force. Démonstration de force. Les équipes 110 Boston sont déjà mobilisées. Rien à faire. Je dis bien les équipes, je ne dis plus l'équipe, je dis les équipes 110 Boston au Cameroun sont déjà mobilisées. Le job sera fait et il sera fait propre. Le job sera fait et il sera fait propre. Cette convention, c'est l'événement de l'année. Nous allons en faire un tapage médiatique comme nul autre pareil, à nul autre pareil. Ils ont tout fait pour enlever le président Kamto. Ils ont envoyé Ndoki, ils ont envoyé ceci, ils ont envoyé cela. Rien n'y fait. Le peuple veut Kamto. Le peuple réclame le président élu. Et la convention, ce sera le couronnement. La convention sera le couronnement.
Vous avez peur parce que vous savez que c'est lui seul qui peut battre Paul Biya. Vous avez tout fait pour qu'il ne soit pas candidat. Mais on vous dit, c'est un stratège. Il a comme ça les cartes dans sa main. Comme ça. Tous ceux qui sont en train de tracer les équations pour voir comment Kamto va se présenter, continuez à tracer. La constitution que vous utilisez pour tracer là, c'est lui qui a écrit ça. Je répète, hein, la constitution que vous utilisez pour tracer les équations et l'éliminer, c'est lui qui a écrit ça. Donc il connaît ça virgule par virgule. Tracer toutes les équations possibles, le gars est prêt. Il est prêt. Même si on annonce les élections là demain, il est prêt. Et nous-mêmes sur le terrain, on est prêt. Parce que dès que ça fait tic, nous on fait tac. Ne croyez pas que 2018 va se répéter. Jamais. 2018 ne se répétera plus. Je dis que dès que ça fait tic au pays, nous on fait tac. Et les combattants du Cameroun prennent le relais. On va danser la rumba ensemble. On va danser le tchatcha-merengue ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis au LACAM. Je suis en train de reprendre les forces. Quand je ressors du LACAM, ce sera les pleurs du mollet. Ce sera les pleurs du mollet. Vous allez encore m'arrêter et me mettre où? J'ai déjà les condamnations partout en Europe. Vous allez m'arrêter et me mettre où? Vous allez m'arrêter et me mettre où? Les combattants sont prêts. Vous avez vu comment les combattants ont prêté serment à la convention de la Basse-UK. Les combattants ont prêté serment, qui sont prêts à sortir pour combattre le régime. Et la Basse ne fait que recruter. Plus les élections approchent, plus la Basse recrute. En Belgique, ils sont 20 nouveaux combattants. Au UK, on a 15 nouveaux combattants. On ne fait que recruter. C'est de ça qu'il s'agit. Le travail se fait en soutien. On ne fait plus le tapage en Facebook, le non, les bacs badjo. On n'est plus dedans. À l'heure-ci, lors du match final, le dernier kata, l'acteur contre le chef bandit, nous sommes prêts à tout. J'ai dit que nous sommes prêts à tout. Je vous ai déjà dit que mon testament est rédigé depuis 5 ans. J'avais rédigé, j'ai mis au scellé. Depuis 5 ans, mes enfants connaissent. J'ai déjà rédigé mon testament, j'ai mis au scellé. Donc si quelque chose m'arrive là maintenant, ma famille est prête. Mon testament est rédigé et mis sous scellé. Donc à l'heure là, quand ça va déclencher, Moraouaou. Moraouaou. Au passage, avant que je ne ferme ce live, je vais vous dire ceci. Plus l'année des élections approche, plus il y a la panique dans le camp adverse. Ce qui se passe au Cameroun, c'est le reflet de ce qui est en train de se passer en diaspora. Regardez bien, toutes les pages des combattants sont attaquées, ils essayent de nous museler, ils piratent nos comptes, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils essayent de nous compromettre, de nous sortir du combat. Ils essayent. Ils sont en train d'essayer. Je savais que je serais victime, mais je ne savais pas quand ça devait arriver et ça m'a surpris. Bon, bref. Pour vous dire que plus les élections approchent, plus il y a panique dans le camp adverse. Il y a panique dans le camp adverse parce qu'ils savent que nous sommes déjà éveillés, parce qu'ils savent qu'on se prépare, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus nous entourlouper. Alors, dans cette optique, il y a un sardinard du gouvernement. Je vais lui parler maintenant, qu'il sache ceci. Il y a un sardinard du gouvernement qui m'a approché en inbox avant que mon compte ne soit piraté. Non, c'était pas par WhatsApp, c'était par Messenger. Il y a un sardinat du gouvernement qui m'a approché. Il m'a écrit à plusieurs reprises pour me faire des propositions de postes dans le gouvernement satrapique. Je vais donner son nom s'il continue à m'écrire. À lui, je dis ceci. Nous n'avons pas sacrifié 5 ans de nos vies pour les postes. Tu as entendu toi-même comment le président élu critiquait le régime. Pendant que les Monondiana encensaient le régime pour les postes, lui critiquait. Mais on lui a donné un poste et par sens du devoir envers sa nation, il a pris ce poste, il a accompli sa mission, il est parti. Il a démissionné. Le président Kamto ne se bat pas pour un poste parce qu'il avait déjà un poste et il a démissionné. On ne se bat pas pour les postes. Ne croyez jamais ça, que nous nous battons là dehors. On prend les peines d'emprisonnement, on se fait tabasser et tout ça parce qu'on veut les postes. Nous abandonnons nos enfants parce qu'on veut les postes. Le poste, si je le veux, je l'ai au UK, sans problème, hein, sans problème. Je suis membre du parti travailliste. Je l'ai au UK sans problème. On n'est pas après les postes.
Nous sommes là pour que le Cameroun change et change profondément. Donc toi, à ce Sardina, la prochaine fois que tu m'écris pour me proposer des postes et proposer au président élu des postes, je vais faire la capture d'écran, tu me connais. Pour moi, ça ne part pas loin, je capture et je dépose. Vous allez arrêter avec vos manœuvres basses. Vous avez envoyé des gens pour m'assassiner. Vous m'avez fait le compromat. Ça n'a pas marché. Le peuple de la résistance m'a soutenu. Maintenant, vous êtes dans les inbox pour me proposer des postes. Ça ne marchera pas. Je gagne bien ma vie au UK. Je n'ai pas besoin d'un poste au Cameroun. Je gagne très bien ma vie au UK. Alors, à toi, ce Sardina, je dis encore et je répète, c'est un dernier avertissement. Si tu m'écris encore pour me proposer quoi que ce soit, je te verse dehors. Et crois-moi, j'ai déjà versé beaucoup de vos agents ici dans la toile. Parmi lesquels, un agent aux États-Unis qu'on avait envoyé me saupoudrer d'argent. Et tous les combattants connaissent l'histoire. Et saupoudrer, il a saupoudré de l'argent. Pour moi. Tous les combattants connaissent cette histoire. Si moi, je l'ai mis nu à nu, ne crois pas que c'est toi. Nous sommes dans un combat pour la libération. Il n'y a pas de pitié. Même le chef de ma famille qui est en prison. Le chef de ma famille est en prison. Il fait gnac. Je t'aimais avec lui. On n'est pas là pour les sentiments. On est là pour un peuple. On est là pour un peuple. On est là pour que ce Cameroun change. Pour qu'il soit meilleur. Donc, c'est la dernière fois, comme j'ai dit. C'est la dernière fois. Je dis, tu m'écris encore, je te verse dehors, photo à l'appui, capture d'écran à l'appui. Donc, c'était ça pour terminer ce live. Merci de l'avoir suivi. Et sachez que votre général, si je ne parle pas, c'est parce que j'ai mûri. J'observe. Je regarde les petites agitations des Ouistiti et je rigole. Je regarde les agitations des immatures et je rigole. Je suis au LACAM. Le caporal Guillet est en train de me former. Je suis en formation accélérée. Le caporal Guillet nous a injecté à nous tous, à tous les brigadiers là. Il a injecté le vaccin anti-Fingon, anti-Wayo-Wayo et anti-FIA. Nous sommes en formation accélérée au UK. Et quand on va sortir de là, vous allez entendre, ce n'est pas les affaires qu'on dit. Donc, trêve de bavardage. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et aujourd'hui que nous savons d'où vient le tribalisme au Cameroun, j'espère que tous ces agents du tribalisme dans la toile vont se cacher à jamais. Berceau du tribalisme, qui m'avait surnommé Nkulu Kamto, elle a disparu de la toile. Junior Zogo, comment il s'appelait encore là? Tous ces gens-là, tous ces petits tribalistes à 2 balles là, non? Qui viennent encore parler, on voit. Dès qu'ils parlent, on placade seulement la photo de Hubert Monondiana et on placade ce qu'il avait dit pour que Paul Biya écrase les Camerounais. Ce sera comme ça. Dès qu'ils bavardent, on placade seulement la photo de Monondiana. C'est comme ça. Pour leur rappeler qui a créé l'ethnofascisme. Donc, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Ils ont menti depuis 2018. Dit aux Camerounais que c'est Kamto qui a mené le tribalisme. Voilà ça aujourd'hui qui leur explose en plein visage. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. On sait maintenant qui a créé le tribalisme au Cameroun et qui entretient le tribalisme. Et on sait comment ils finissent. Ils finissent comme des rats. Ils crèvent comme des chiens. Ce régime ne leur rembourse rien. De Mendoza, qui a tout fait pour ce régime à Monondiana, on voit comment ils finissent. Zogo, depuis qu'il demande pardon, Junior Zogo. Ça fait 3 ans ou 4 ans que Junior Zogo demande pardon. Qui met pied au Cameroun, on voit. Qui met pied au Cameroun, on voit. Lui-même, il connaît comment on va le traiter. La dictature n'a pas d'amis. Allez les gars, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. On est ensemble, on se prend rendez-vous pour la convention des 9 au 10 décembre à Yaoundé. C'est l'événement de l'année. Nous allons faire carton plein et on va faire un tabac pas possible. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le président Kamto, la seule solution de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une générale reste une générale. Merci.